Vous êtes à l'écoute de Radio. Les revenus. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2. Nous sommes actuellement avec André-Jacques Holbeck qui, pour nous, revient sur cet excellent article intitulé Goldman Sachs, la grande machine à bulles, article de Matt Taibbi qui est paru dans Rolling Stone en juillet 2009. Donc c'est tout frais. C'est un article qui fait le tour des blogs, le tour de la planète financière, un article très largement argumenté que vous venez d'entendre d'ailleurs, et André-Jacques revient sur quelques points de détail pour une meilleure compréhension. Une petite respiration musicale et nous nous retrouvons. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95 de notre invité est aujourd'hui André-Jacques Holbeck. Il décortique pour nous cet article de Matt Taibbi intitulé La grande machine à bulles américaine, Goldman Sachs, paru dans le magazine Rolling Stone en juillet 2009. Et je rappelle, André-Jacques, au passage, que c'est toi qui nous as dirigé vers cet article en mettant un lien sur le forum de la radio Ici et Maintenant. Alors, André-Jacques, donc quatrième bulle pointée du doigt par Matt Taibbi, d'ailleurs ça ne s'arrête plus, hein, c'est le pétrole. Ouais. Alors, le pétrole, le pétrole, entre 2003, il y a déjà un chiffre qui est très marquant. Enfin, il y a deux chiffres qui sont très marquants. Le pétrole est passé de 2003 à 30 $ le baril, jusqu'au plus haut à l'été 2008 à 147 $ le baril. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, enfin ce qui est aussi intéressant, c'est entre 2003 et 2008, le volume d'argent spéculatif dans les matières premières est passé de 13 milliards à 317 milliards. C'est-à-dire un accroissement tout à fait considérable. Et en 2008, le baril de pétrole changeait de main sur le papier, dit Matt Taibbi, le pétrole changeait de main sur le papier 27 fois avant d'être livré et consommé. C'est-à-dire que, et je reviens sur ce que je disais au début de cette analyse, c'est que en fait les spéculateurs spéculent facilement à la hausse, ils spéculent moins facilement à la baisse. Donc en fait, il y a plus de spéculateurs qui vont spéculer à la hausse que de spéculateurs qui vont spéculer à la baisse. Donc en fait, automatiquement, le prix de cette spéculation, enfin je veux dire le prix dans ce cas-là du baril, mais ça a été vrai aussi pour le blé, ça a été vrai pour un tas d'autres trucs, le prix monte tout simplement parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est de spéculer à la hausse. Tout naturellement, et Goldman Sachs l'a compris. Et Goldman Sachs l'a compris, bien évidemment. Donc ils ont initié cette bulle, et puis comme ils gèrent des grands comptes, etc., les fonds de pension, des grands investisseurs institutionnels, ils ont convaincu ces gens d'investir dans le marché à terme du pétrole. Donc il y a toujours cette responsabilité qu'il ne faut pas oublier du spéculateur, des spéculateurs, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des grands investisseurs qui veulent gagner toujours plus. Ils veulent pas seulement se protéger d'une hausse du pétrole ou d'une baisse du pétrole, ils veulent gagner. Donc ils ont écouté Goldman Sachs, et puis en écoutant Goldman Sachs qui leur a dit mais il faut, allez-y, ça va continuer à monter, etc. Alors il y a bien sûr en plus quelques gens bien placés dans la nébuleuse Goldman Sachs qui disaient oui le pétrole va monter à 200 $, vous pouvez c'est vrai qu'on est en manque de pétrole, c'est vrai qu'à un moment ou un autre il y en aura plus, c'est évident, mais il n'y avait pas une telle demande qui justifiait une telle montée de prix, parce qu'il y avait quand même beaucoup de réserves disponibles. Je pense qu'il est important de noter dans cette histoire de pétrole que Goldman Sachs était déjà présent en 91 quand J. Aron, qui était une filiale de Goldman spécialisée dans le négoce des matières premières, écrivit à la CFTC en utilisant un argument inhabituel: les agriculteurs possédant de gros stocks de maïs, argumentait Goldman, n'étaient pas les seuls qui avaient besoin de se couvrir contre le risque de baisse des prix. Voilà. Et ils sont déjà présents, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils préparent, qu'ils anticipent. Ils anticipent certainement très bien, il n'y a aucun doute. Alors, la question qui reste posée quand même à la sortie de la lecture de cet article, c'est est-ce qu'ils anticipent parce qu'ils ont des bons cerveaux qui comprennent bien comment ça va évoluer, ou est-ce qu'ils anticipent en modifiant les événements? Parce qu'à ce moment-là, et moi je pense que c'est la deuxième
explication qui est la bonne, par les appuis politiques qu'ils ont, et on le verra d'ailleurs dans la dernière bulle dont on parlera, dans celle qui est en cours actuellement, ou qu'il va se produire, en faisant pression sur les politiques, sur les administrations, sur les fonds de pension, sur tout ça, ils arrivent à faire évoluer, mais bon, il n'empêche qu'ils ont compris le principe, hein, il n'y a aucun doute. Ils mènent le jeu, hein. Très clairement, ils mènent le jeu quand on voit tout cela. Oui, ils mènent le jeu. Alors, justement, on en arrive à cette dernière bulle, hein, André Jacques, la magouille du renflouage. Je vais te demander de prendre un peu plus de temps pour cette bulle-là. Voilà, alors la magouille du renflouage, c'est la bulle numéro 5, c'est la dernière bulle, c'est pas vieux, c'est l'automne dernier. L'automne dernier, les banques aux États-Unis ont commencé à se casser la figure de tous les côtés. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a eu l'année dernière 25 banques américaines qui ont fait faillite. Et depuis le début de l'année, depuis le début de cette année, on en parle assez peu, on est aux alentours de 75, hein, quand même. Donc les petites banques américaines, parce que il y a un réseau bancaire avec beaucoup de petites banques, les petites banques américaines font faillite, et puis bien sûr les grosses banques, elles par contre se font renflouer par l'État américain et par la Fed, bien évidemment. Alors les chiffres sont tout à fait considérables, hein. Il y a eu le plan de 700 milliards de dollars pour l'industrie financière, le plan TARP, programme de soulagement des avoirs en déshérence, et bien sûr c'était un banquier de Goldman qui avait 35 ans, qui est chargé de gérer ce fonds. 700 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose. Et puis en fait, on s'aperçoit, on se souvient de l'interview d'une femme de la Fed, j'ai oublié son nom, et qui dit, interview au Sénat, et le sénateur lui demande, mais où sont passés les 9000 milliards de dollars? Et elle dit, je sais pas trop. Bon, en fait, manifestement, ces 9000 milliards de dollars, là, Matt Taibbi parle de 8700 milliards de dollars, en fait, ce sont des prêts ou des garanties de la Fed, mais ce sont pour des banques, mais on ne sait pas à qui. C'est pour ça qu'elle n'a pas répondu. Personne ne sait trop à qui. Voilà, donc on a l'explication de ces 9000 milliards de dollars dont on cherchait depuis quelque temps. Alors ils jouent sur l'ignorance parce ils sont les derniers, les seuls à avoir assez de fonds, même plus que le gouvernement. Oui, absolument. Il y a pas de d'une part, il faut quand même penser que, si je ne me trompe pas, Paulson était originaire de Goldman, donc il a laissé couler son concurrent le plus dangereux, qui était Lehman Brothers, hein, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que le lendemain, Paulson donne l'autorisation de renflouage des banques. Mais il a été et puis ça gêne personne, hein, manifestement. Goldman Sachs est assez puissant aux États-Unis pour que personne ne soit gêné. Donc en fait, dans cette affaire, Goldman Sachs récupère de l'argent alors c'était AIG qui lui devait de l'argent, mais AIG est renfloué par l'État américain. Et donc la première chose que fait AIG, c'est de rembourser un paquet d'argent à Goldman Sachs. Bon, voilà, donc en fait, on est à quelque chose d'absolument aberrant, et tout ça pendant qu'en 2008, Goldman Sachs paye 14 millions de dollars d'impôts.